La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Un léger maramou s'était levé en milieu de journée. Chantal, depuis les premières lueurs de l'aube, avait installé sa table de travail sur la terrasse, face au lagon, pour profiter de la fraîcheur de l'hiver austral. L'écriture de son dernier roman n'avançait pas. Elle butait depuis des jours sur le chapitre central consacré aux tourments de son héroïne. Elle décida d'aller marcher sur la plage. À gauche, elle pouvait deviner le village de Maeva, tandis qu'à sa droite s'étendait le Mutu Murimaroa où l'on cultivait les meilleurs ananas de l'île. Après quelques minutes de marche, elle s'adossa à un rocher pour réfléchir de nouveau à la structure de son récit. Était-ce la douceur de l'air, le parfum entêtant des fleurs de tiare, le bruit régulier des vagues qui venaient mourir à quelques mètres d'elle? Chantal sombra dans une paisible somnolence dont elle fut brusquement tirée, le sentiment d'une présence. Les yeux mi-clos à cause de la réverbération du soleil sur le sable blanc, elle aperçut devant elle une jeune femme vêtue uniquement d'un paréo attaché autour des hanches, assise dans une posture de starlette que Chantal jugea totalement artificielle. Elle pensa aussitôt à ces photos de charme dont certains photographes tahitiens s'étaient fait une spécialité et qui exhibaient des mannequins anorexiques et légèrement vêtus dans des postures lascives. D'où sortait cette vaïnée? Son visage lui était à la fois inconnu et familier. La conversation qui s'engagea entre les deux femmes fut des plus étranges. La vaïnée ne connaissait pas son nom, était dans l'incapacité de dire où elle habitait, si elle avait de la famille. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était sur cette plage depuis toujours. Chantal pensa que la jeune femme plaisantait et se résolut à regagner son faré. Son roman à écrire était une affaire autrement plus sérieuse. Étrangement, le petit chemin qu'elle avait emprunté tout à l'heure avait disparu. Ses pas la ramenaient sans cesse auprès de la vaïnée. Et le décor autour d'elle semblait avoir changé de dimension. Et lorsque la vaïnée lui dit qu'on ne pouvait pas quitter la plage, l'angoisse de Chantal fut à son paroxysme. Debout sur le rocher qui lui avait servi de repose-tête, elle cherchait une issue. Lorsqu'elle se rendit compte que, loin d'être un vulgaire caillou, le bloc de basalte sous elle appartenait à un ancien marae. En posant le pied sur la partie concave de la pierre, Chantal vit sa jambe disparaître jusqu'à mi-cuisse. Mais son désir de quitter ce lieu pour le moins étrange était plus fort que sa peur. Elle saisit violemment le bras de vaïnée, puisque tel était le nom qu'elle avait donné à la mystérieuse jeune femme, et l'entraîna sur le marae, malgré ses cris et son refus obstiné de quitter sa plage. Les deux femmes furent littéralement avalées par le rocher et en une fraction de seconde se retrouvèrent place Toata, en plein centre de Papeete. L'agitation urbaine avait succédé à la sérénité insulaire. Les passants regardaient, mi-surpris, mi-amusés, vaïnée, dont la légèreté du costume tranchait avec leur tenue plus sobre. Bien que ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, Chantal se dit qu'elle ne pouvait circuler dans la capitale aux côtés d'un personnage de carte postale. Flora, une de ses vieilles amies, habitait non loin de là. Non seulement elle pourrait prêter à vaïnée quelques vêtements plus appropriés au lieu et à la circonstance, mais elle pourrait peut-être lui expliquer ce que les deux femmes venaient de vivre. Flora, qui avait longtemps œuvré au sein du Whare Van'a, était d'une érudition étonnante. Rien de ce qui concernait Tahiti aux temps anciens ne lui était étranger. Maîtrisant parfaitement le Reo Mahoe, elle avait eu accès à de nombreux manuscrits tupuna, textes tellement précieux qu'ils ne sortaient jamais, ou très rarement, des familles auxquelles ils appartenaient. La maison de Flora était extérieurement des plus modestes. Une simple haie de bougainvilliers délimitait la parcelle. Le portail n'était jamais fermé. Il est vrai que les biens les plus précieux de la vieille dame étaient ses livres. Et à Tahiti comme ailleurs, les tribunaux jugeaient rarement des vols d'encyclopédies ou de recueils de poésie. Au premier regard qu'elle posa sur vaïnée, Flora fut comme frappée de stupeur.
Elle se dirigea vers son bureau en demandant aux deux femmes de la suivre. D'un tiroir, elle tira une boîte à chaussures remplie de cartes postales poussiéreuses. Les plus anciennes, en noir et blanc, dataient des années 1930. Et sur toutes celles que Flora disposait sur la table, le même visage, encore et toujours, celui de Vahiné. Par quel prodige, la jeune femme qui était à leur côté, qui avait 25 ans au grand maximum, pouvait-elle figurer sur des photos vieilles de 90 ans? Flora tira de sa bibliothèque un petit livre de poche, tourna très vite les pages et s'arrêta sur un paragraphe qui était entièrement souligné au stylo rouge. Elle se mit à lire lentement. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays, sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons. On leur y donnait à manger. Mais ce n'est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison. Ils leur offraient des jeunes filles. La case se remplissait à l'instant d'une foule curieuse d'hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l'hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier. La terre se jonchait de feuillages et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l'hospitalité. Son culte n'y admet point de mystère, et chaque jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l'embarras qu'on témoignait. Nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois, je ne garantis pas qu'aucun des membres de l'expédition n'ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. J'ai plusieurs fois été, moi, second ou troisième, me promener dans l'intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Chantal reconnut immédiatement le voyage autour du monde de Bougainville. Vahiné écoutait religieusement, cherchant à comprendre le lien qui pouvait exister entre elle et ce livre au popa. La lecture finie, Flora posa sur Vahiné un regard plein d'affection et de tristesse. Elle avait en face d'elle la victime de 2 siècles et demi de discours occidental sur la femme tahitienne. Et ce discours était tellement prégnant que les milliers de touristes bananes qui aujourd'hui encore débarquaient à Tahiti étaient persuadés de découvrir la nouvelle Cythère, l'île de l'amour libre. Chantal réagit avec sa fougue habituelle, accusant pêle-mêle la France, l'Occident, les hommes, les monarques, les éditeurs, les navigateurs. « Ah, si je tenais ce salaud de Bougainville, je lui ferais bouffer son livre !» hurla-t-elle en guise de conclusion. L'idée parut excellente à Flora, qui suggéra à Chantal et à Vahiné d'aller tout de go voir M. Louis-Antoine de Bougainville. La surprise dessina un énorme point d'interrogation au-dessus des têtes des 2 femmes. Comment rencontrer un homme mort depuis des lustres? Flora ne serait-elle pas atteinte par les premiers symptômes d'un gâtisme ravageur? Amusée, celle-ci leur mit entre les mains une gravure représentant l'explorateur et ses marins débarquant à Tahiti et leur expliqua le modus operandi. Recourir au pouvoir extraordinaire de la pierre du Marae, mais à une condition, ne pas rester plus de 30 minutes dans le passé, sous peine d'y demeurer à tout jamais. Quelques minutes plus tard, revenus place Toata, Vahiné et Chantal retrouvèrent l'endroit exact où elles avaient inexplicablement surgi. Serrant l'illustration entre leurs mains, elles posèrent simultanément leurs pieds sur le pavé mystérieux. Le décor qui s'offrit à Chantal, quand elle constata que la pierre du Marae avait une nouvelle fois accompli son œuvre, lui sembla étrangement familier. Pourtant, elle ne reconnaissait pas ce lieu, désert, silencieux, seulement troublé par le bruit des vagues en contrebas et les cris de quelques merles des Moluques. Elle chercha des yeux sa compagne de voyage, en vain. Elle l'appela pendant plusieurs minutes, tout aussi inutilement, lorsqu'elle remarqua un nouveau personnage sur la gravure. Vahiné était de nouveau prisonnière d'une image dans laquelle elle semblait figée pour l'éternité. Mais le temps était compté. Chantal se dit qu'elle se pencherait plus tard sur cette nouvelle énigme. Elle décida de descendre vers la plage. Sans doute rencontrerait-elle un passant qui la renseignerait. Le chemin qu'elle suivit la fit passer devant des fareñaú
aux murs en bambou et au toit en palme de cocotier. Chantal n'avait plus vu depuis bien longtemps ce type de construction traditionnelle à Tahiti, où la mode et le prestige social exigeaient de construire des villas californiennes avec piscine et jacuzzi et de grandes baies vitrées qui volaient en éclats au premier cyclone. À mesure qu'elle descendait, elle apercevait plus distinctement un attroupement sur la plage. Et dans la baie, elle vit distinctement un navire battant pavillon français. Était-elle réellement à Itia, là où le 6 avril 1788, la frégate La Boudeuse et la flûte L'Étoile avaient jeté l'ancre? Arrivée sur la plage de sable noir, Chantal se retrouva témoin d'une scène historique. Bougainville négociait avec le chef de Hitia la durée de son séjour. Le marin mima la course du soleil, puis déposa 18 petits cailloux sur le sol. Le chef, après mûre réflexion, retira 8 cailloux. Mais pour le navigateur, 10 jours n'étaient pas suffisants pour que ces hommes, après un périple de plusieurs mois, puissent se reposer, réparer ce qui devait l'être sur le bateau, faire provision d'eau douce, de fruits, de viande. Il ajouta 5 cailloux. Le capitaine de frégate et le chef de tribu s'entendirent sur 15 jours d'escale. Profitant de l'agitation ambiante, Chantal s'approcha de l'homme aux bicornes. Elle lui demanda, sans ménagement, s'il était Putaveri. Le navigateur, très surpris d'entendre une indigène s'exprimer en français, resta muet. « C'est toi qui as enfermé mon ami dans le tableau ?» interrogea-t-elle. Bougainville, qui allait de surprise en surprise, se justifia qu'il n'avait enfermé personne et qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui voulait. La discussion s'envenimait. Chantal, après 2 siècles et demi de silence de ses sœurs, avait la parole abondante, véhémente et passionnée. Bougainville, quant à lui, était stupéfait. Une indigène lui tenait, en français, un discours fait d'accusations multiples auxquelles il n'entendait rien. Chantal, qui n'avait pas oublié la mise en garde de Flora, s'inquiétait du dialogue de sourds qui se déroulait entre elle et le navigateur. Elle prit un ton solennel. « Monsieur Bougainville, vous devez absolument supprimer de votre journal tous les passages nous concernant, nous, les femmes tahitiennes. Vous n'avez rien compris à nos mœurs, à notre culture ancestrale, à notre organisation sociale. Nous ne sommes en aucune manière des offrandes sexuelles. Modifiez votre texte, je vous en supplie. Autrement, un grand malheur s'abattra sur mon peuple. » « Madame, » répondit le marin bien embarrassé, « je ne peux ni réécrire ni modifier l'histoire. Mais vous, vous avez encore la possibilité d'écrire l'avenir. » Sur ces mots, il tourna les talons et, s'adressant à son second, ordonna qu'on le ramène à bord de la Boudeuse. Chantal, qui n'avait nulle envie de s'éterniser dans un siècle qui n'était pas le sien, reprit le chemin de la colline, tout en jetant des regards à droite et à gauche pour tenter de retrouver Vahiné. La pierre du Marahi était déjà en vue. Chantal jeta au loin la gravure de Bougainville et plongea sans appréhension aucune dans les méandres du temps. Un léger maramou s'était levé en milieu de journée. Chantal, depuis les premières lueurs de l'aube, avait installé sa table de travail sur la terrasse, face au lagon, pour profiter de la fraîcheur de l'hiver austral. L'écriture de son dernier roman avançait bien.